Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est le cœur lourd et l'âme flétrie par la violence du monde que je monte à cette tribune. N'y a-t-il pas quelque chose de dérisoire alors que le monde s'embrase à poursuivre ce mauvais théâtre institutionnel avec un 14e 49.3 en un an tout juste? La guerre s'enlise en Ukraine et personne n'a oublié les massacres de Boutcha. Et bien sûr, les pogroms du 7 octobre dernier en Israël, les otages détenus dont il faut sans relâche demander la libération, l'explosion des actes antisémites en France et partout dans le monde, comme hier au Daghestan, cette terrible essentialisation du conflit. Et désormais une nouvelle guerre, avec déjà des milliers de victimes civiles, tuées ou blessées parmi la population de Gaza lors de l'intervention militaire israélienne. Pas de cessez-le-feu ni de trêve humanitaire, un blocus renforcé côté israélien et égyptien, privant les populations des ressources nécessaires pour vivre. Tout est effrayant, tout est déprimant, tout est désespérant. Mais pourtant, une ligne de crête fragile est nécessaire. La condamnation des terroristes du Hamas et la nécessité de les stopper définitivement dans leur entreprise mortifère. Le droit indéfectible à l'existence et à la sécurité d'Israël qui doit s'exercer dans les limites du droit international et du droit humanitaire de la guerre. Le droit imprescriptible des Palestiniens à disposer enfin de leur État, ce qui passe d'abord par la fin de la colonisation et nécessitera la démocratisation de leurs institutions pour une solution à deux États. Et dans l'immédiat, évidemment, le droit à la protection pour les populations civiles à Gaza. Nous pleurons chaque victime civile. Voyez-vous, oui, dans ce contexte, notre après-midi joué d'avance pourrait apparaître bien dérisoire et insignifiante. Et pourtant, nous sommes là. Car, voyez-vous, la démocratie, même imparfaite, même cadenassée par les outils de la Ve République comme le 49.3, elle nous oblige tous, et plus encore, quand tend la piétine, elle et ses valeurs, aux quatre coins du monde. La politique doit demeurer, redevenir l'espace de la dispute apaisée, ne cédant jamais aux sirènes de la violence, à rebours de la tentation, de l'hystérisation et de la conflictualisation, terrain dangereux quand tout est à ce point inflammable, à rebours d'un manichéisme qui fait perdre la raison et où l'intelligence et la complexité s'abîment. C'est dans cet état d'esprit lucide, mais pas résigné, exigeant comme tout universaliste républicain, que je me présente devant vous pour jouer mon rôle de parlementaire et soutenir à cet instant la lettre et l'esprit de cette motion de censure. Les 49.3 se suivent et se ressemblent. Déjà un sur le PLF et peut-être tout à l'heure encore un autre sur le PLFSS. Qu'il est loin le temps, Madame la Première ministre, où vous nous parliez de co-construction, de recherche de compromis. Il y a 6 mois tout juste, vous nous promettiez 100 jours d'apaisement. Vous n'avez depuis qu'accentué l'épuisement. Pour la première fois, ce PLFSS a été rejeté en commission des affaires sociales. Même vos députés de la majorité n'étaient pas pleinement mobilisés, preuve qu'ils n'étaient pas totalement convaincus du budget proposé. Et comment les blâmer? Car ils n'étaient pas convaincants. Voyez-vous, pour que la démocratie fonctionne, vous nous devez d'abord la transparence. Vous aimez beaucoup utiliser l'article 49.3, je vais vous citer un autre article de la Constitution, l'article 24, alinéa 1, que vous semblez parfois avoir oublié. Le Parlement vote la loi, il contrôle l'action du gouvernement, il évalue les politiques publiques et pour cela, nous avons besoin de la nécessaire transparence. Car si vous n'êtes pas transparent avec les députés, alors, comme je l'ai dit l'autre jour dans l'hémicycle, c'est que c'est flou, et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et dans votre PLFSS, il y en a plusieurs. Il nous revient donc, à cet instant, d'utiliser ce débat de motion de censure pour nous permettre au moins d'avoir de votre bouche, Madame la Première ministre, la réponse à des questions que le débat parlementaire n'a pas pu permettre de fournir, faute de temps, mais surtout faute de volonté d'être transparent. Je vais donc vous poser 4 questions extrêmement précises. Sur l'Ondam, le budget de l'assurance maladie, nous vous demandons la transparence. Madame la Première ministre, c'est couru d'avance. L'Ondam que vous décidez ne sera pas suffisant, notamment pour faire face à la crise inflationniste. Et comme en 2023, il plongera les établissements hospitaliers, les EHPAD, les services et établissements médico-sociaux dans le rouge. Nous en avons beaucoup parlé ici. Entendez la Fédération hospitalière de France qui, comme l'an dernier, vous alerte sur ces insuffisances. Et pire, l'an dernier déjà, vous n'aviez pas voulu doter de moyens insuffisants que vous rectifiez, mais aussi de manière insuffisante, en cours d'année. Donc ma question est simple. Quelle sera la rallonge qu'immanquablement vous devrez apporter, comme vous le faites pour 2023, et pourquoi ne pas le faire dès à présent? Deuxième question très précise, sur la ponction de l'Agirc-Arrco, vous nous devez la transparence. Parce que j'ai posé plusieurs fois la question ici, Thomas Cazenave n'a pas apporté de réponse. Si la négociation que vous appelez de vos vœux, n'aboutit pas entre les partenaires sociaux,
Pouvez-vous nous dire, oui ou non, si vous prendrez un décret de carence pour imposer cette ponction, et si oui, de quel montant? Sur les franchises médicales, là aussi, vous nous devez la transparence, parce que Aurélien Rousseau nous disait avec beaucoup de franchise en commission des affaires sociales et dans la discussion générale qu'il souhaitait que le débat ait lieu. Le problème, c'est que le débat n'a pas eu lieu, parce que l'Ondam, tel qu'il est prévu, intègre toujours 800 millions d'euros pour le doublement des franchises médicales et des participations forfaitaires. Mais personne dans l'hémicycle n'a osé nous dire oui ou non, il y aura un doublement de cet impôt sur la maladie. Et personne ne nous a dit à quelle date. Donc la question est simple, allez-vous prendre, avant la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, un décret permettant le doublement de ces franchises médicales? Assumez cette position. Et si vous ne le faites pas, ce que nous souhaitons, alors il faut que vous nous disiez aussi où allez-vous faire les économies pour tenir cet Ondam diminué des 800 millions d'euros tel qu'il est prévu aujourd'hui. La quatrième question, tout aussi franche et directe, porte sur la question du grand âge. Parce que là, on tourne autour du pot et ça devient fatigant. Là aussi, vous nous devez la transparence. Il paraît, Madame la Première ministre, que vous cherchez des sujets de travail transpartisans. Mais voyez-vous, dans cet hémicycle, vous le voyez toutes les semaines dans les questions au gouvernement, la situation des EHPAD, la situation des services à domicile, l'accompagnement des personnes âgées, la situation des professionnels préoccupe sur tous les bancs. Le 11 avril dernier, à l'unanimité, les députés dans cet hémicycle ont voté un amendement à la proposition de loi dite Bien vieillir pour vous demander enfin une loi de programmation sur le grand âge, parce que tout le monde a compris que c'est le vecteur juridique dont nous avons besoin pour avoir une vision répondant aux besoins, pour pouvoir décliner les propositions du rapport de ma collègue Christine Pires-Beaune et pour pouvoir avancer. En avril dernier, le président Vallaud, Madame la Première ministre, vous a écrit pour vous proposer ce travail transpartisan. Pas de réponse à un président de groupe. J'en avais alerté le ministre chargé des relations avec le Parlement. Donc je profite de cette tribune pour vous poser la question très claire. Dans quelques jours, votre ministre chargé des solidarités et des familles doit présenter une feuille de route pour le bien vieillir. Est-ce que vous l'autorisez, parce que j'ai le sentiment, et nous sommes plusieurs, qu'elle a très envie d'en avoir l'autorisation, est-ce que vous l'autorisez à préparer, avec l'ensemble de ses collègues ministres, une loi de programmation sur le grand âge? Ce serait une annonce utile à cet instant. Alors, si vous n'êtes pas transparent sur ce que vous allez faire, laissez-moi au moins nous dire ce que nous aurions fait. Parce que dans les débats, beaucoup nous ont dit « vous n'avez pas de PLFSS alternatif ». Eh bien, il se trouve que nous en avons un. Parce que face à l'urgence qui frappe tous les professionnels de santé, vous avez décidé une réponse double, l'injustice et l'austérité. Notre réponse, elle est double également, c'est la responsabilité et l'audace. La responsabilité, c'est un changement de paradigme. C'est gouverner par les besoins et non pas être obsédé par la seule maîtrise comptable et budgétaire, ce que vous faisiez. L'audace, c'est de changer de paradigme en transformant en profondeur notre système de santé, en trouvant des solutions innovantes pour le financer. Et le PLFSS n'est plus le bon outil pour pouvoir le faire. Il faudra un jour que nous nous y penchions. Alors, je pourrais, mais le temps va me manquer, vous décrire les axes prioritaires. Évidemment, la reconstruction de l'hôpital public, notamment en changeant en profondeur le mode de financement de l'hôpital, et pas de manière homéopathique comme vous le faites avec votre pseudo-réforme de la tarification à l'activité. Je vais vous livrer un scoop devant le ministre de la Santé. L'homéopathie, Madame la Première ministre, ça ne marche pas. Nous devons aussi repenser nos politiques de protection de la petite enfance et créer un véritable service public de la petite enfance. Nous serons là pour l'accompagner. Je voudrais aussi insister, comme l'ont fait mes collègues Chantal Jourdan et Joël Aviragnet, sur la nécessité d'une politique ambitieuse en matière de santé mentale. Voilà un sujet de refondation systémique dont nous avons besoin tant la crise est majeure. 30% des postes de psychiatrie vacants, 50% des postes de pédopsychiatrie le sont aussi. Il nous faut réorganiser le secteur du médicament en profondeur pour favoriser la relocalisation et la décarbonation de cette filière, notamment en s'appuyant sur un pôle public du médicament. Et tout cela ne pourra se faire qu'en assumant de nouvelles recettes qui permettent de rendre plus juste et aussi plus efficace notre modèle de protection sociale. Je prends ici l'exemple d'un travail transpartisan que vous avez balayé du revers de la main, celui que j'ai conduit avec mon collègue Marc Ferracci pour revenir sur les exonérations de cotisations sociales inutiles. Vous n'en avez pas voulu, c'est bien regrettable. Madame la Première ministre, vous avez, il y a peu, reproché à Justine Triet de
vous l'avez invitée à réfléchir à son rapport à la réalité, après qu'elle ait parlé de la contestation historique sur la réforme des retraites. Je vous renvoie le même conseil. Réfléchissez à votre rapport à la réalité. C'est l'urgence dans nos hôpitaux, dans nos EHPAD. Et au fait, ce beau film de Justine Triet s'appelle Anatomie d'une chute, Madame la Première ministre. Je vous remercie. La parole est à monsieur